Majeur aux éditions Maximilo. Tout d'abord, gouverné par les fake news, puis Poutine, maître du jeu, ensuite Opération Z parue en septembre. Quel bilan de l'opération militaire russe faites-vous à ce stade? Eh bien, contrairement à ce que prétendent nos médias, on pourrait dire que la Russie a atteint tous les objectifs qu'elle avait annoncés en février de cette année. Vladimir Poutine avait fixé deux objectifs: la dénazification et la démilitarisation de la menace qui pesait sur les populations du Donbass. La dénazification, eh bien, c'est un objectif qui a été atteint au mois de mai et que les militaires russes ont annoncé officiellement comme étant un objectif atteint. Reste l'objectif de démilitarisation, qui était donc l'anéantissement de la menace militaire sur les troupes du Donbass. Cet objectif, si l'on regarde bien, et c'est pas seulement mon avis, mais c'est l'avis aussi d'experts, notamment outre-Atlantique, c'est-à-dire que la Russie a atteint cet objectif et l'armée ukrainienne que l'on observe aujourd'hui, certains d'ailleurs l'appellent armée ukrainienne 2.0, parce que l'armée 1.0, elle, celle qu'on a connue, celle que les Ukrainiens avaient déployée en février de cette année, n'existe plus. On a, au fil des mois et des pertes, les Ukrainiens ont remplacé à peu près totalement l'armée qui était en février. On a beaucoup parlé en Occident de la mobilisation partielle de 300 000 hommes décidée par la Russie en septembre de cette année, mais on n'a pas dit que parallèlement à ça, l'Ukraine a fait 7 ou 8 mobilisations successives pour justement combler les trous des pertes énormes qu'ils ont eues. L'objectif de militarisation, il est factuellement atteint, mais il faut rester prudent quand même dans la formulation, parce que les Occidentaux ont poussé les Ukrainiens à continuer cette guerre, donc à réalimenter leur armée. Et si vous voulez, il n'y a jamais eu, le front s'est jamais figé. Les Occidentaux ont poussé à ce que la guerre continue. Donc, oui, l'armée ukrainienne de février a disparu, mais il existe toujours une armée ukrainienne. C'est le problème du verre à moitié vide ou à moitié plein, si on est honnête. Je pense qu'il est important de voir l'aspect du verre à moitié vide aussi, parce que en Occident, nous avons ignoré, ou nous voulons ignorer, ou nous ne voulons pas voir, le coût humain de la guerre pour les Ukrainiens. Zelensky avait proposé aux Russes de négocier le 25 février déjà, donc un jour après le début de l'offensive. Ce sont les Européens qui lui ont dissuadé de le faire. Et le même phénomène s'est reproduit à la fin mars, où Zelensky a fait une offre très concrète aux Russes qui intéressait les Russes, et les Russes étaient prêts à s'engager sur la voie de la négociation sur la base de la proposition de Zelensky. Mais ce sont les Occidentaux, et notamment Boris Johnson, qui a imposé à Zelensky de retirer sa proposition. Et depuis le début avril de cette année, et je rappelle que d'ailleurs les insistances occidentales pour que Zelensky retire son projet se sont faites avant le massacre de Boutcha. Ce qui est quand même indicatif, et contrairement à ce qu'on dit, c'est pas à cause de Boutcha que les négociations ont capoté, on est bien avant, parce que même Boris Johnson a téléphoné à Zelensky pour lui demander de retirer son projet le 2 avril, et l'affaire de Boutcha est sortie le lendemain, le 3 avril. Donc les deux sont distincts. Mais le fait est que depuis le mois d'avril, il n'y a plus d'initiative de paix, il n'y a plus de tentative de négociation, et donc les Ukrainiens ont continué à perdre des troupes qu'ils ont dû réalimenter au fur et à mesure, et la Russie a stabilisé plus ou moins son front. Donc voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. On a au mois de septembre, comme vous le savez, il y a eu les référendums dans 4
régions de l'Ukraine, du sud de l'Ukraine, les régions de Kherson, Zaporozhye, Donetsk et Lugansk, et qui ont finalement eu pour conséquence une extension du territoire de Russie sur celui de l'Ukraine, faisant la jonction terrestre entre le territoire russe et la Crimée. Donc voilà où on en est. Et actuellement, strictement rien n'indique que la Russie est en position de faiblesse. Donc, on est dans les approvisionnements d'armes occidentales avec l'idée que la Russie ne tiendra pas, et vous avez tout un discours. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir aussi ce discours qui, depuis le mois de février, à vrai dire, vous avez les experts occidentaux, notamment sur la radio-télévision suisse, sur LCI, qui se suivent pour nous dire que la Russie a épuisé toute sa réserve de missiles, qu'ils n'ont plus aucune capacité, qu'ils sont à bout de souffle. Et quand on voit les dernières offensives de missiles qui ont été faites au début octobre, et puis ou fin septembre, et puis à la mi-octobre, on s'aperçoit que les Russes sont très loin d'être à bout de souffle, et qu'au contraire, leur capacité et leur réserve en armes semblent quasi inépuisables. Enfin, elle n'est certainement pas inépuisable, mais en l'état, il y a quand même une très nette supériorité, une supériorité matérielle. Cette supériorité matérielle, d'ailleurs, c'est assez intéressant. Obama, en 2016 ou 2018, avait dit qu'il ne fallait pas s'attaquer à la Russie, il ne fallait pas utiliser l'Ukraine pour s'attaquer à la Russie, parce que la Russie avait la dominance de l'escalade, la capacité de dominance de l'escalade. C'est-à-dire que tout ce qu'on pouvait faire en Ukraine allait inévitablement se heurter à une capacité d'escalade beaucoup plus grande en Russie que ne l'avaient les Occidentaux en Ukraine. Et le conseil d'Obama était sage, mais apparemment ni nos médias ni nos politiciens n'ont su écouter ce message-là. Et aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui ont payé le prix. Ils ont payé le prix parce que, si vous regardez d'ailleurs aussi les chiffres qu'on trouve dans nos médias, on parle très souvent des pertes russes, on parle de centaines, dizaines, enfin je ne sais pas combien de milliers. Et on ne parle jamais des pertes ukrainiennes, un peu comme si l'Ukraine se battait finalement sans jamais rien perdre, et que tout ce qui se passait en Ukraine était systématiquement au passif de la Russie. Or, et d'ailleurs de nombreux militaires américains ont essayé de corriger le tir, disant faites attention parce qu'en réalité c'est l'inverse qui se passe. Même un général américain qui avait dit, c'était à la fin de l'été, il a dit que l'armée ukrainienne, à la fin de l'été, donc aux environs d'août par autour, j'ai pas la date précise en tête, c'était le général américain Twitty, il avait dit que l'Ukraine avait déjà perdu 200 000 hommes. Alors, est-ce que son chiffre était vérifié? Est-ce qu'il ne l'était pas? Est-ce qu'il était juste? Est-ce qu'il n'était pas? On peut discuter. Mais ce qui prouve que les militaires américains, en tout cas, avaient le sentiment que l'Ukraine perdait beaucoup plus de troupes que ce que disaient nos médias. Et on voit aussi, d'ailleurs, du côté ukrainien, il y a une réticence à publier le nombre de pertes. D'ailleurs, on constate même, c'est assez intéressant, que lorsqu'il y a eu des offensives, ou ce qu'on appelait contre-offensives ukrainiennes dans différentes zones, qu'elles ont été repoussées, les Russes ont offert la possibilité aux Ukrainiens de récupérer leurs morts. Et l'armée ukrainienne a refusé d'aller les chercher. On peut interpréter ça de différentes manières, et ça s'est vu à plusieurs reprises. Il y a eu ça dans la région de Kharkov, il y a eu ça dans la région de Kherson aussi, et ça peut s'interpréter de différentes manières, mais une des manières pourrait être que les Ukrainiens ont des pertes qui sont considérablement plus importantes que ce que nous disent nos médias, et que l'Ukraine, et notamment Zelensky, est convaincu, et peut-être pas à tort,
d'ailleurs, que si les Occidentaux, si les opinions publiques occidentales connaissaient le taux de perte des Ukrainiens, ils n'accepteraient plus de soutenir l'Ukraine. Non pas qu'ils n'aiment pas l'Ukraine, mais parce que les opinions publiques diraient il faut arrêter ce massacre. Parce que ce qui se passe, et il y a aussi une chose qu'il faut se rappeler, parce que quand on parle de la faiblesse de la Russie, de son incapacité à gagner la guerre, etc., ça se fait toujours sur la base des objectifs que nous avons fixés. Je voyais encore tout récemment sur la télévision suisse, un expert, d'ailleurs un expert de l'IRIS, qui disait l'objectif de Vladimir Poutine était d'occuper l'Ukraine. C'est faux. La Russie, ni Vladimir Poutine n'ont jamais dit qu'ils voulaient occuper l'Ukraine. À vrai dire, ils ont même dit l'inverse, qu'ils ne voulaient pas